Le Pen, bonsoir, merci d'être avec nous. Nous allons vous proposer ce soir, vous le savez, un reportage qui a été initié cet été sur la manière dont le Front National gère un certain nombre de villes de France depuis les dernières municipales. On a pris le cas de Toulon avec David Poujadas et Sébastien Renouille qui ont enquêté depuis le début de l'été. Mais je voudrais vous poser 2 ou 3 questions, j'allais dire personnelles. D'abord, je trouve que vous avez maigri. J'ai minci. Oui. Vous faites un régime ou... Ah, il m'arrive de faire des régimes. Pensez bien qu'après une année de campagne présidentielle et municipale, on a l'occasion de prendre des kilos. Alors, je me remets en ligne pour la prochaine élection. Pour la prochaine. Ben, pour les prochaines élections, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire 98, c'est... Peut-être avant, on ne sait pas. Oui. Ça ne dépend pas toujours des hommes, ça. Dites-moi, au témoin d'un doute de l'esprit, il semblerait, des rumeurs que vous connaissez, les journalistes et les rumeurs, il semblerait que vous ayez l'intention de vous présenter aux législatives à Toulon. Parce qu'on va parler de Toulon, alors autant entrer dans le vif du sujet. Non, il n'est pas du tout question de ça pour l'instant. Mais pour l'instant, ou ce n'est pas question du tout ? Non, il n'y a pas de raison que je me présente à Toulon. Il ne manque pas de gens de qualité qui ont fait leurs preuves, capables d'enlever là-bas les sièges législatifs pour le compte du Front National. Donc votre destin n'est pas toulonnais ? Pas du tout. Vous me le promettez ? Pas du tout, il est national. Bon. Alors, je voudrais vous poser 1 ou 2 questions aussi concernant l'affaire Poulet-Dachary avant qu'on découvre ce reportage, car vous savez que nous y avons consacré un reportage. Je vais être franc, il y a beaucoup de gens qui disent d'abord la personnalité, je sais bien que ça va vous choquer, mais la personnalité intime de M. Poulet-Dachary, l'homosexualité qu'on lui prête, tout ça ne colle pas vraiment avec l'image du Front National. Ça vous choque quand vous dites ça, ou ça vous choque que des électeurs y pensent ? Non, ce ne sont pas les électeurs qui y pensent. Ce sont un certain nombre d'observateurs ou de journalistes qui ont soulevé, si j'ose dire, ce lièvre. Au Front National, nous ne nous intéressons pas à la vie privée des gens. Sauf si elle fait scandale, en l'occurrence. Elle ne le faisait pas. Il n'y a qu'un seul scandale à Toulon. C'est l'assassinat du maire adjoint, qui était M. Poulet-Dachary. Mais vous continuez à penser que c'est pour des raisons politiques ? Ah, j'en suis convaincu. D'ailleurs, je constate qu'à chaque grand rendez-vous du Front National avec l'actualité, il se produit un événement souvent sanglant de ce type dont nous sommes la victime, parce qu'il y a un amalgame qui se crée entre ces événements-là et le message politique que porte le Front National, qui est un message de paix et de paix publique, de paix civile, oui, absolument, totalement. Pardonnez-moi, sur la paix civile, on va y revenir, mais est-ce que vous avez une preuve de ce que vous dites ? Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une affaire privée, que c'est une affaire qui est liée à sa vie privée. Écoutez, moi je constate que le parquet, le procureur de la République, a ouvert une information pour meurtre. Par conséquent... ça c'est indéniable, il est mort. Non, pour meurtre. C'est-à-dire qu'il a été tué. Ce n'est pas une mort naturelle. Et un meurtre, c'est une mort provoquée par un tiers. Et par conséquent, je suis le parquet, d'autant que M. Poulet-Dachary avait déjà été agressé, ce qui n'est pas étonnant, car c'était un homme courageux, un ancien adjudant de Légion étrangère, qui ne cachait pas ses idées et qui maniait une plume, ma foi, un peu comme l'épée, assez pointue, assez aiguë, dans la rédaction en chef du journal de Jean-Marie Le Chevalier. D'accord, mais imaginons quelques instants qu'on découvre dans peu de temps que c'est pas pour des raisons politiques qu'il a été assassiné, mais pour des raisons privées, personnelles. Oui, mais ça, on verra bien. Vous vous engagez, vous dites c'est politique. Je dis ma conviction personnelle. Ma conviction personnelle, c'est que M. Poulet-Dachary, qui avait déjà été agressé la veille, en 1994, de mon meeting européen, est agressé et tué la veille de la grande réunion de l'université d'été à Toulon du Front National. Voilà. Alors on ne va pas en parler très longtemps parce qu'on va parler évidemment de la situation politique, de votre avenir, de ce que vous voulez faire, de la gestion de ces villes. Je voudrais terminer parce qu'il y a eu une affaire qui est tombée aussi, là encore sur le terre, qui concerne les magistrats du tribunal de grande instance de Toulon, qui sont indignés parce que dans un quotidien qui s'appelle Présent, qui est proche de vos thèses, eh bien l'un des magistrats il s'agit d'un substitut qui s'appelle Albert Lévy, a été mis en cause dans l'article. On dit, enfin le quotidien a dit qu'il aurait justement dévoyé la procédure. Et les magistrats toulonnais, ils protestent. C'est leur problème, ça. Moi, je ne suis pas responsable du journal Présent, qui s'adresse aux journalistes. Je pense que vous êtes un grand défenseur de la liberté de la presse et de la liberté des journalistes de juger les événements et les hommes. Par conséquent, pourquoi ne pas accorder à Présent ce que l'on accorde à tout le monde ? Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas d'antisémitisme, puisque justement, il s'appelle Albert Lévy, encore une fois, oui, ça mais enfin, écoutez, il n'y a pas d'antisémitisme chaque fois que l'on met en cause quelqu'un qui est juif. Ou bien alors, il n'y a plus de liberté de jugement. Il y aurait une espèce d'immunité, d'impunité, derrière laquelle s'abriteraient tous les gens qui, en l'occurrence, auraient la chance d'être juifs. C'est le substitut Lévy qui a lâché ses chacals, dit l'article.
Ça aurait pu être le substitut Durand, imaginons. Oui, mais justement, il s'appelle Lévy. Oui, enfin, alors parce qu'il s'appelle Lévy, et si on pense cela, on ne devrait pas le dire. Et seulement parce qu'il s'appelle Lévy. Il s'agit là d'une censure, d'une autocensure qui serait insupportable. Jean-Marie Le Pen, nous allons découvrir ensemble donc cette enquête qui a été réalisée donc à Toulon, chez Jean-Marie Le Chevalier. Le Front National est installé depuis une municipale dans 3 villes importantes de France. Ça fait à peu près 4 mois. Cette enquête a été réalisée au cœur de l'été par un duo de choc, David Pujadas, Sébastien Renouille. C'est parti. Pour 1600 voix d'écart, ce 18 juin, la ville a basculé. Dans une ambiance électrique, gagnants et perdants se rejoignent sur un point. Toulon sera une ville test. Le fascisme ne passera pas. Non, il ne passera pas. Mais il n'y a pas de fascisme. C'est une rupture majeure qui est attendue. Sa voiture à gauche. Lendemain d'élection. Sur le port, Jean-Marie Le Chevalier, verre de bière à la main, tient une conférence de presse. Soudain, il est pris à partie. Je m'appelle Ahmed Touati, je suis né à Toulon. Je suis de nationalité française, je suis second maître fusilier marin de réserve dans la marine nationale. J'étais parent immigré. Mon père, tout en étant immigré, a libéré Toulon. Qu'allez-vous faire de ces gens-là? Comment allez-vous gérer le problème de logement? Une question très simple. Vous allez les exclure du logement? Non, non, c'est un monsieur qui a une carte de résident de 10 ans, qui a libéré Toulon, qui est immigré et qui a des enfants français. S'il fait une demande de logement, vous parlez de la préférence nationale, qu'allez-vous donc vous faire de ce monsieur qui en représente tant d'autres? Parce que beaucoup de parents immigrés ont leurs enfants français. Vous allez leur enlever les logements et que vont devenir les jeunes enfants qui sont des nationaux? Qu'allez-vous faire? C'est un problème concret. Maire de Toulon, j'appliquerai la loi française. La vraie réponse du maire va en surprendre plus d'un. Quelques jours plus tard, il appelle Ahmed Touati et lui propose de travailler dans son équipe. Refus de l'intéresser. Je pense qu'il voulait tout simplement avoir encore une fois une simple caution beurre, un beurre de service pour dire voyez, avec le beurre, nous nous comportons comme avec tout le monde. J'ai refusé de jouer ce jeu-là. L'épisode en tout cas a donné le ton. La nouvelle équipe cherche le consensus. Il n'y aura pas de guerre civile, mais un divorce tranquille. Témoin cette journée test du 14 juillet. D'un côté, les opposants réunis pour un méchoui, ici, dans la cité du Jonquet, avec quelques personnalités, puis au centre culturel de Château-Vallon, entrée en résistance, selon les termes de ses dirigeants. De l'autre côté, dans le centre-ville, les Toulonnais acquis au nouveau maire et fiers d'un défilé parrainé par Jean-Marie Le Pen. La France, vous savez, je ne sais pas ce que vous comprenez, vous, par la France, mais pour moi, c'est énorme. Pour vous aussi, peut-être? Exactement la même chose, oui. La France aux Français, d'abord. Il eût fallu adopter, c'est vrai, 1 ou 2 millions d'immigrés pour les aider, mais pas autant. Voilà. Parce que c'est trop, trop c'est trop. Tout le monde aime la crème fraîche, mais quand on en a trop mangé, on ne l'aime plus, monsieur. J'ai cassé un garrot. Ce jour-là, Jean-Marie Le Pen est venu épauler un ami de 20 ans. Ancien giscardien, royaliste de cœur et catholique pratiquant, le nouveau maire a même été son chef de cabinet pendant plusieurs années. À la santé du roi de France, et maire de roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Est-ce que vous pouvez nous serrer la main? Très bien. Est-ce qu'on va réussir? Pas toujours facile, hein? C'est vrai. Pas toujours facile, c'est vrai. Jean-Marie Le Chevalier ne s'en cache pas, il est partisan d'un lepénisme tiède. Le président, comme on dit, est donc là aussi pour lui demander une rupture plus nette. Il faut un petit peu de temps. Ah oui. Hein? Il faut donner du temps au temps. Voilà, le temps. Because he's a very right and strong man. Thank you very much, paysan. L'opéra, parce que tu en as un mot. Oui. La chanson française. Oui. Hein, et francophone, bien sûr. Oui, oui. C'est des thèmes qui différencient de tous les festivals. Bon, il y a des festivals, quand même, la chanson française.
Mais je te signale qu'il y avait chez Boukov un homme qui est probablement l'un des plus grands chanteurs français. C'était du livre, hein, je crois. Alors c'est ça, mais je sais pas. Il y en a une chevalier d'habit, jupe de campagne, pantalon, tout ce qu'on veut sur le bateau. Cool. En blanc, Eliane Guillet de la Brosse, 3e adjoint, c'est elle qui a battu Maurice Arex aux dernières cantonales. C'est une première semaine de pouvoir de la nouvelle municipalité. Est-ce que vous ne sentez pas un peu dur, mais extraordinaire, merveilleux. Beaucoup d'enthousiasme. J'ai près de moi une de mes équipières, conseiller municipal. Dur parce que la municipalité précédente n'a peut-être pas joué tout à fait son rôle, n'a pas laissé des placards sans dossier, mais ça n'a aucune importance. Quand on a la volonté de faire quelque chose et qu'on a envie de le faire bien avec l'enthousiasme que nous avons, eh bien nous reculons un tout petit peu pour réussir. C'est en suivant un conseil municipal dans les coulisses qu'on comprend aussi pourquoi rien ne bouge à Toulon. La nouvelle équipe n'était pas préparée à l'exercice du pouvoir, elle a du mal à maîtriser la machine municipale. Jean-Claude Poulet-Dachary était l'un des rares à en connaître les rouages. Sa disparition n'arrangera pas les affaires du maire. Oui, spécial. Oui, pour leur expliquer le mécanisme pendant les 6 ou 7 premiers mois. Absolument. Je vais rester sur le... Voilà. Je vais en 2 minutes, là. Oui. L'homme en costume bleu est le secrétaire général de la mairie. C'est lui qui assure la transition et qui joue les professeurs. La séance du 30 mars est celle du 3 février. Mais il faut la faire approuver uniquement par les membres de l'ancien conseil municipal. C'est ça. Mais là, ça on l'a reçu aujourd'hui. On l'a reçu. En réunion d'information mercredi. Mercredi? Oui. Le PS a dit qu'il avait tout le monde. On l'a eu mercredi, nous aussi. On l'a eu mercredi, oui. Et vous aurez en septembre à approuver les PV des dernières séances, qui sont excessivement lourds. En plus, ils ont pris tout le logiciel qu'il y avait là-dedans. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans les bureaux. Ça me prive un peu. L'ancien maire François Trucy est présent ce jour-là. Il est remis de sa défaite et peut avoir le sourire. Nous allons commencer par faire l'appel. Au cours de ce conseil municipal, toutes les structures déjà en place sont reconduites par la nouvelle équipe. Elle n'était peut-être pas complètement prête à gérer la ville parce qu'elle ne pensait peut-être pas gagner ces élections. Je pense qu'ils ont beaucoup à apprendre. Et vous le reprenez? L'administration et moi-même, nous sommes là pour assurer un service public au profit de l'ensemble des Toulonnais. Bilan après 3 mois, une seule décision politique, l'augmentation annoncée des effectifs de police municipale, une seule mesure palpable, au nom de l'abolition des privilèges, les places de parking réservées au maire et à son cabinet, ici devant la mairie, ont été supprimées et garnies de bacs à fleurs. Et la fameuse préférence nationale. Elle figurait en bonne place dans le programme, mais les réalités ont parfois la peau dure. Exemple, les logements sociaux. Monsieur Calonne, il y a la télévision là. Voici la première commission d'attribution. Jean-Pierre Calonne est le nouveau patron des HLM. Vous allez nous surprendre en plein travaux. On est en train d'attribuer des logements. Alors, vous avez examiné, ou vous êtes en train d'examiner 73 logements à pourvoir. C'est ça. Est-ce que vous mettez en œuvre la préférence nationale là-dessus? Ah non, absolument pas. J'allais dire que je suis tenté de dire que c'est banni, quoi. La préférence nationale, non. Mais c'est quand même dans votre programme. Je regarde Mieux vivre à Toulon. Il y a une page où on parle de la préférence nationale, et dans les priorités à assez court terme, instaurer la préférence nationale dans le domaine social, et notamment dans les logements sociaux. Oui, mais la préférence nationale, ça veut dire quoi, ça, la préférence nationale? Ça veut dire accorder les logements en priorité aux nationaux. Voilà, oui, mais... Est-ce que vous faites ça? Disons que cet après-midi, non, je n'ai pas fait ça. On a tenu compte des dossiers. Mais alors, ce programme-là, finalement, alors, il reflète pas tellement... Je dis pas que ce programme-là n'est pas bon. Je serais plus non, c'est peut-être pas applicable. Ça serait l'explosion. Maman ? 3 mois après l'élection, nous retrouvons Ahmed Touati et ses parents, au nom desquels il avait interpellé le nouveau maire. Monsieur et Madame Touati se souviennent encore de leur réaction au soir du 18 juin. Moi, j'ai dit ça y est. J'ai pleuré. Je vous dis la vérité. J'ai même pleuré. J'ai resté jusqu'à 1h du matin, là, avec les télévisions.
Et pourtant, aujourd'hui, vous dites, finalement, ça n'a pas tellement changé les choses. Peut-être un attend, il n'y a pas longtemps qu'il est là, il y a 3 mois, il y a 4 mois qu'il est là, je ne sais pas. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, mais moi, comme d'autres, ils n'ont pas accepté, c'est pas rien que moi. Même constat pour Ahmed et ses amis de la cité du Jonquet. Ici aussi, Jean-Marie Le Chevalier était arrivé en tête. Le soir de l'élection, le quartier était en ébullition, les murs en témoignent encore. Aujourd'hui, la fièvre est retombée, mais on ne parle pas aux gens du Front National, chacun dans son coin, chacun en paix. Et s'il y en a eu des changements, moi je n'en ai pas vu. Il n'y a pas plus de policiers, ils m'ont pas frappé encore, j'ai rien vu de nouveau, rien de changement. Dès le départ à la fin, de toute façon, il n'y aura aucun changement, il faut se dire. Aucun changement. Je crois que ça allait de pire. Non, mais pour l'instant, c'est le début aussi. On ne sait pas. Ça va empirer. Mais depuis 3 mois, il ne s'est rien passé. Qu'on le veuille ou non, il ne s'est absolument rien passé. Il n'a ni dissous le classe, il n'a ni dissous Toulon Communication, ils n'ont absolument rien fait. Rien n'a évolué. Les gens qui ont voté pour ces gens-là ont certainement voté pour ces gens pour qu'il y ait un changement, quelque chose. Mais à l'heure actuelle, c'est un héritage, c'est la continuité. Il ne se passe absolument rien. Nous, on est sortis hier soir, on est allé au restaurant, on travaille comme d'habitude, ou on est au chômage, mais la vie se passe comme si rien ne s'était passé. C'est tout. Clin d'œil ou coïncidence, le slogan de la nouvelle société de nettoyage sonne comme le rappel du programme du Front National. Tout net, Toulon, la propreté sur tous les fronts. Si la ville est la vitrine du parti, les clients risquent d'être déçus. Jean-Marie Le Pen, merci d'avoir regardé ce reportage avec nous. C'est vrai qu'il y a une certaine, comment dirais-je, stupeur. Pourquoi, par exemple, un personnage comme Jean-Pierre Calonne, qui est donc un militant du Front National, dit on ne peut pas appliquer la préférence nationale, ce serait l'explosion, et d'autres, ils disent ils font rien, ils font rien. Oui, c'est très étonnant d'ailleurs de voir que ce sont les immigrés qui s'étonnent qu'il ne se passe rien. Enfin, Calonne, c'est pas un immigré, c'est un de vos militants. D'accord, mais M. Calonne, je pense, obéira au mot d'ordre de son maire. Bon, son maire a été élu sur un programme. Ce programme, évidemment, son exécution s'inscrit dans le cadre des lois françaises, et comme l'avait dit Jean-Marie Le Chevalier et les autres maires élus, chaque fois que la loi donnera une marge de choix à la municipalité en faveur des Français d'abord, cette marge sera utilisée à leur profit. Mais il est évident que ce n'est pas Jean-Marie Le Chevalier et son conseil municipal qui peuvent changer le fait qu'il est entré en France depuis 2 décennies 10 millions d'étrangers. Et il ne va pas procéder, parce qu'il n'en a pas les moyens, ni législatifs, ni exécutifs, au règlement de ce problème. Mais à son niveau, il avancera, pendant 6 ans. Mais vous déplorez qu'il ne le fasse pas? Vous déplorez? Je lui ai dit, vous m'avez entendu, il faut laisser du temps au temps. C'est Chirac. Mitterrand disait ça, Chirac. Il faut d'abord qu'ils prennent leur place dans la municipalité, qu'ils retrouvent les dossiers ou les disques informatiques qui ont été enlevés ou dissimulés, d'une façon assez déloyale, il faut bien le dire. Et puis, à partir de ce moment-là, quand ils seront en place, quand ils seront en mesure d'agir, mais d'ores et déjà, M. Le Chevalier a fait une démarche dont personne ne parle là, parce que peut-être ne sont-ils pas au courant, c'est de dresser un audit de la situation financière de la ville, qui, si mes renseignements sont bons, est catastrophique, et qui va obliger M. Le Chevalier, après de l'avoir révélé publiquement pour établir les responsabilités de la municipalité précédente, à faire des coupes sombres dans le budget, dans les dépenses et en particulier dans les subventions innombrables de la ville. D'accord, on va se retrouver dans un instant après la pub, mais il y a quand même quelque chose qui doit, parce qu'on se souvient de la tonalité de la campagne, puis vous avez toujours eu, que vous le vouliez ou non, un ton imprécateur, la préférence. Et là, tout d'un coup, on a l'impression de bons bourgeois, ça n'a plus aucun rapport avec le Front National qu'on a l'habitude de voir en meeting ou qu'on verra la semaine prochaine sur la place de Rilly. C'est des bons bourgeois, on pourrait peut-être, mais on va pas. Non, mais c'est toujours très calme. Nous sommes des gens de bonne volonté, des gens pacifiques, souvent agressés, mais jamais agresseurs. En l'occurrence, nous défendons un programme politique en faveur des Français d'abord, et nous n'allons pas renoncer. Mais vous allez l'appliquer, ce programme? Mais nous allons l'appliquer chaque fois que cela sera légalement possible. Jean-Marie Le Pen, que l'on retrouve dans un instant, et l'Émile, le magazine de l'information de la rédaction de TF1, suite de l'interview.
dans les autres circonscriptions, puisque sur les 7 circonscriptions, nous sommes en progrès. Ce progrès va de 4% à 30%, alors que les candidats de la majorité subissent un recul très important, puisque dans les 11 élections partielles de septembre dernier, ils avaient perdu 47% par rapport à 93. Cette fois-ci, ils perdent 60%. C'est donc tout de même un test politique de grande importance. Alors, vous avez réclamé la dissolution de l'Assemblée. Alain Lamassoure, au nom du gouvernement, vient de vous dire non. Oui, écoutez, bien sûr, je comprends que ceux qui sont en place aient envie d'y rester. Cela dit, il y a un pays réel, c'est-à-dire il y a des millions de Français, en particulier ceux qui ont voté pour le Front National, qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, et par conséquent le gouvernement ne peut pas compter sur leur soutien, un soutien qu'ils réclament à tous les Français, puisqu'en effet nous sommes privés d'une représentation démocratique. Et il me paraît que le système parlementaire, qui est un système représentatif, doit avoir pour première mission de représenter le peuple. Jean-Marie Le Pen, parlons de ce qui intéresse aujourd'hui tous les Français, c'est-à-dire les grèves. Est-ce que vous êtes côté usager ou côté syndicat, côté public ou côté privé, ou est-ce que ce sont des distinctions qui vous paraissent artificielles aujourd'hui? J'ai toujours professé que la grève est un moyen archaïque et ruineux pour le règlement des difficultés sociales. Et la grève des services publics me paraît être une aberration à la fois juridique et sociale, car les agents qui sont chargés de servir le public le prennent en otage au lieu de se mettre à sa disposition, et les agents de l'État mettent en cause sa stabilité alors que leur rôle consiste précisément à assurer son soutien. Et il y a là quelque chose de profondément anormal. Et à votre avis, il n'y a pas beaucoup de syndiqués parmi vos troupes? Aussi, il y a beaucoup de syndiqués. Et d'ailleurs, j'ai cru lire quelque part que beaucoup de nos adhérents, de nos sympathisants et de nos électeurs étaient en faveur de la grève, mais là, je crois que c'est pour des raisons politiques. La grève maintenant dure depuis trop longtemps, elle peut entraîner des ruines catastrophiques pour les commerçants et les artisans, surtout dans ce mois de décembre. Et il y a des gestes de protestation qu'on peut comprendre, parce que moi je pense que le plan de monsieur le Premier ministre est mauvais, n'est-ce pas, parce qu'il ne s'attaque pas aux causes, il s'attaque aux conséquences, ce qui est tout à fait différent. Néanmoins, je pense qu'on n'a pas le droit de faire subir aux citoyens les conséquences du conflit. Il doit y avoir probablement d'autres méthodes pour les agents de l'État de régler leurs comptes avec l'État s'ils estiment que celui-ci n'a pas rempli ses obligations ou menace leurs intérêts. Cela dit, à partir du moment où on exige du pays, à tort ou à raison, une solidarité générale, solidarité qui ne peut être d'ailleurs que nationale, ce qui implique qu'il y ait encore une nation, eh bien, il faut que tout le monde s'y mette. Et il faut que les gens sachent que ceci est la conséquence de la politique de Maastricht, ceci est la conséquence de l'euro-mondialisme, et que par conséquent, il ne faut pas s'étonner que cette situation s'aggrave encore et que les sacrifices qui sont demandés, qui seront demandés, le seront toujours aux citoyens et par préférence aux plus faibles, c'est-à-dire aux retraités, parce que ceux-là n'auront pas la capacité de prendre les citoyens en otage, ni de se défendre avec virilité, comme font un certain nombre de syndicats. Ils le font d'autant plus, d'ailleurs, les personnels syndicaux, n'est-ce pas, je ne dis pas syndiqués, qu'ils ont le sentiment de défendre des intérêts qui ne sont pas toujours, il faut le dire, des intérêts légitimes. Jean-Marie Le Pen, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je vous rappelle donc que le gouvernement réuni tout à l'heure à Matignon a décidé de... Bonsoir, bienvenue, invité spécial, Monsieur Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Le Pen. Bonsoir. Vous l'avez vu dans le journal, Monsieur Jacques Chirac, président de la République, qui est allé à la rencontre des Français pour les écouter. Est-ce que ça vous semble être une bonne méthode? Je dois dire que je me perds en conjecture sur les raisons qui peuvent porter le président de la République à quitter son poste sur la passerelle du navire France pour aller se promener dans la campagne. Parce qu'il y a 40 ans que monsieur le président de la République fait de la politique, il me semble qu'il doit savoir à peu près ce que pensent les Français. Et puis il n'a qu'à lire les journaux, après tout, ou même la télévision et la radio pour savoir ce qu'ils s'y pensent. Je pense que son siège devrait être fait. On se demande s'il veut nous prouver qu'il n'est pas malade, ou bien encore
Peut-être prépare-t-il une nouvelle campagne électorale, législative, car je ne vois vraiment pas ce que cette démarche de sous-préfet Auchan peut avoir à faire avec la gravité des problèmes que nous avons à affronter dans le pays. Et lui, surtout, au premier rang. Monsieur Le Pen, les Français ont apparemment manifesté de la sympathie devant les deux familles de François Mitterrand réunies à l'occasion de ses obsèques et puis devant le long, disons, secret d'État en ce qui concerne sa santé. Est-ce que ce sont des sentiments que vous partagez? Je dois dire que je suis beaucoup plus réservé que l'opinion qu'on attribue à la majorité des Français. Je considère qu'il y a eu un véritable excès laudatif lors de la disparition de l'ancien président de la République. Car je crois qu'on a perdu de vue que les fastes funèbres qui entourent généralement la disparition d'un président de la République ne s'adressent pas à l'homme, mais à la fonction. C'est le chef de l'État, c'est le président des Français qui se trouve honoré dans des circonstances comme celles que connut Kennedy, par exemple. Mais là, s'agissant d'un ancien président de la République, je trouve que le bruit qui a été fait autour de sa mort a été tout à fait excessif. Et bien évidemment, cette louange ouvre un droit de critique qui n'est peut-être pas, qui n'aurait peut-être pas été souhaitable après la disparition récente de quelqu'un qui a occupé les fonctions que vous savez. Parmi les hommages rendus, le plus illustre a été celui du président de la République, Jacques Chirac. Je vous propose d'en écouter un extrait. François Mitterrand, c'est une volonté. Volonté de servir certains idéaux. La solidarité et la justice sociale. Le message humaniste dont notre pays est porteur et qui s'enracine au plus profond de nos traditions. C'est trop, c'est pas assez, c'est juste ce qu'il faut? C'est tout à fait l'illustration de ce que je viens de dire. Je pense que l'excès en tout est un défaut, dit-on, par paradoxe. Et je crois que le discours de Jacques Chirac me paraît-il excessif, car il accorde, peut-être pas dans ce extrait-là, mais dans celui que j'ai pu lire, il accorde à M. François Mitterrand un satisfecit politique que personnellement, en tout cas, je suis loin de partager. Mais il faut dire que Jacques Chirac n'était peut-être pas le candidat que détestait le plus François Mitterrand. C'est peut-être en quelque sorte une réponse de la bergère au berger. Le Parlement est en train de discuter sur un tout autre sujet, la réforme de la sécurité sociale, donc, qui prévoit notamment le remboursement de la dette, le freinage des dépenses, le contrôle par le Parlement. Est-ce que cette réforme vous paraît aller dans la bonne direction? Écoutez, elle est vidée de sa substance. Je ne vois dans le projet qui avait été présenté, et dont au moins l'intention était excellente, il fallait bien un jour ou l'autre aborder de front le problème de notre protection sociale et de son coût, de plus en plus écrasant, compte tenu d'un certain nombre de phénomènes, comme le chômage, comme l'immigration, comme la fiscalité très lourde déjà. Et je suis étonné tout de même de voir jusqu'où les reculades de monsieur le Premier ministre ont pu l'amener. Parce que reste-t-il du projet ? À part la ponction arbitraire faite sur, remboursement de la dette sociale, sur les pharmaciens et les médecins, il reste l'impôt supplémentaire de 0,5% qui va frapper tous les Français après l'augmentation de la CSG, après l'augmentation de la TVA, pour un gouvernement dit de droite qui avait comme objectif de réduire les impôts dans ses promesses électorales. Eh bien, il y a de quoi déchanter pour les électeurs du RPR et de l'UDF. Alors, autre sujet en cours, la réforme le plan sur les banlieues. Je vous propose d'écouter ce qu'en pense le père Delorme qui travaille dans les banlieues à Lyon. Les gens, ils demandent à être respectés, à ce qu'on ne les regarde pas comme des bêtes sauvages ou des peuplades bizarres. Ils demandent à ce qu'on les considère comme des habitants de France, comme les autres. Et ils le sont, en effet, souvent plus jeunes, plus dynamiques. Notre société est une des sociétés les plus riches du monde. Donc elle a les moyens de nourrir tous ses enfants, non seulement de nourrir gratuitement, mais de donner de l'utilité sociale aux gens. Je crois que beaucoup de jeunes et de moins jeunes souffrent parce qu'on ne leur reconnaît pas une place dans cette société. Moi, je crois que c'est ça l'essentiel.
de la considération dont on a besoin dans les banlieues? Oui, la situation des banlieues qui s'aggrave d'ailleurs de jour en jour et qui va continuer de s'aggraver, parce que je ne crois pas du tout que le pacte ou nouvelle appellation d'un énième plan que présente M. Juppé, assisté de M. Gaudin et de M. Raoult, ne croit pas du tout à son efficacité. Le vrai problème des banlieues, c'est le problème de l'immigration. Il y a des banlieues plus pauvres que les banlieues immigrées en France, et il n'y a pas le genre d'incident qui s'y développe. C'est donc bien lié à la différence de culture, c'est donc bien lié à la pression démographique très forte qui s'exerce dans ces quartiers, et je crois que tant qu'on n'aura pas voulu résoudre les problèmes, et tant qu'on ne voudra pas les analyser avec clarté, vous savez, je me sens un peu dans la situation de M. Lucas, le nouveau président de l'ARC. Voilà quelqu'un qui a fait une analyse... C'est mieux que dans celle de l'ancien. Non, mais la situation... Exactement, mais voilà quelqu'un qui a été chargé ou qui a fait une analyse des défauts, des dysfonctionnements de cette société, de cette association, et il a fait un rapport qui est resté en quelque sorte lettre morte. Et puis, à la fin, ça va tellement loin, c'est tellement grave, que c'est lui qu'on appelle pour venir remettre de l'ordre. Eh bien, j'espère qu'en politique, ça sera la même chose. Au-delà de l'immigration, quand le plan banlieue dit des zones franches, de l'emploi pour les jeunes, la sécurité renforcée, est-ce que là-dessus vous êtes d'accord? Ce sont des déclarations d'intention, ça. Mais en fait, c'est de la poudre de perlimpinpin, de la même nature de celle dont on saupoudre à grand prix les banlieues depuis quelques années. Or, je constate que le nombre des zones de non-droit, le nombre des banlieues où la situation s'aggrave, ne cesse d'augmenter. C'est que par conséquent, ce type de traitement est mauvais. On est dans une impasse, on continue en modifiant des points de détail, on fait ceci, on fait cela, mais on ne traite pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est en effet la politique de Maastricht, l'ouverture des frontières, l'immigration libre, les pompes aspirantes sociales. C'est tout cela. Il n'y aura pas de solution au problème des banlieues dans l'axe qu'a défini M. Juppé, et qui était d'ailleurs celui que suivaient les autres avant lui. Alors on va regarder quelques images de cette fois-ci, des questions qui ont été posées à Toulon, ville qui maintenant est administrée par le Front National, pour savoir comment les gens réagissent. Au niveau de la police municipale, ça n'a pas évolué d'un iota, c'est-à-dire qu'on n'en voit pas plus, pas moins. Au niveau de la propreté, il n'y en a pas plus, pas moins. Au niveau de la pseudo-préférence nationale, parfois moi j'ai toujours les mêmes clients. Il dit beaucoup, mais pour l'instant on n'a rien vu. Rien de changé. Aucune évolution. Alors, il vous paraît pas un peu sélectif tout de même, attendez, ce micro-trottoir? Attendez, c'est vous qui allez répondre. Vous allez sans doute affirmer cette... Qu'est-ce qu'une municipalité du Front National peut faire de différent des autres municipalités? Eh bien écoutez, si elle veut respecter strictement la loi républicaine, comme c'est le sens de la question, lui imposer, eh bien elle ne peut pas en effet faire grand-chose, surtout que dans ces municipalités, nos équipes municipales ont en général trouvé des gouffres financiers, et qu'en effet, il est extrêmement difficile d'embaucher des policiers nouveaux quand il n'y a pas d'argent. Et ils vont s'efforcer cependant, ces municipalités, l'une de diminuer les impôts, l'autre de maintenir le niveau zéro, et l'autre de ne faire que 4% d'augmentation. Il s'agit de Toulon en l'occurrence, alors que la situation financière est désastreuse. Mais à peine, monsieur le Chevalier a-t-il lancé un concours pour recruter des policiers, et il s'est adressé bien sûr à la population toulonnaise, que déjà il subit les reproches du préfet au nom de l'État, qui dit mais vous devez ouvrir ce concours non seulement aux Français, mais aussi aux Européens, et pourquoi pas au reste du monde. Mais est-ce que ça ne montre pas quand même que les recettes pour faire évoluer les choses sont plus compliquées que ce que vous voulez bien dire? Est-ce que finalement on n'est pas, quand on est aux affaires et pas dans l'opposition, est-ce que c'est pas plus dur? Pas du tout, je crois que l'axe choisi par nos maires est excellent, et vous allez le voir, pas seulement dans le domaine de la sécurité, pas seulement dans le domaine du logement, vous allez le voir dans le domaine de la culture, mais ce sont des équipes qui viennent d'arriver, qui doivent intégrer la connaissance de l'administration complexe. Une ville comme Toulon a plusieurs milliers de membres du personnel. Et il faut faire avec des équipes de personnel qui appartiennent aux adversaires politiques, par conséquent qui ne mettent pas toujours une grande bonne volonté à exécuter les ordres de la nouvelle majorité. D'après les chiffres tout à fait officiels, il y a eu l'année dernière, comme entrée d'immigrés en situation régulière, le chiffre le plus bas depuis 20 ans.
Est-ce que ça vous paraît le résultat d'une politique gouvernementale? Ça me paraît peut-être être un des résultats de l'action inlassable que mène le Front National sur ce sujet. Et peut-être aussi de la poussée électorale pas du tout du gouvernement connaît. Ben oui, le gouvernement s'adapte. Mais je crois que ça n'est pas là le véritable problème. Le véritable problème, c'est que l'immigration, le nombre des étrangers dans notre pays ne se renforce pas à travers l'immigration légale, laquelle compte encore 120 000 personnes par an, mais à travers l'immigration clandestine, par capillarité en quelque sorte. Qui elle aussi, d'après les chiffres, a fortement baissé. Oui, mais justement, elle n'est pas discernable. Mais par exemple, quand il y a le plan Vigipirate, est-ce que vous avez l'impression que ça freine quelque chose dans ce cas-là? Je crois que le plan Vigipirate a fait cesser un certain nombre d'activités délictuelles particulières, comme parce qu'il y a des patrouilles de police, et bien évidemment, on cesse de commettre des actes délictuels ou on les reporte ailleurs ou pour plus tard. Mais je n'ai aucune confiance dans l'efficacité de ce genre de politiques qui sont encore une fois des cautères sur des jambes de bois. On ne traite pas le fond de la maladie, on ne traite pas le fond du problème, donc on n'aura que des déceptions. En Corse, où des problèmes de sécurité se posent d'une autre nature, vous feriez quoi? C'est le même problème que les banlieues. C'est un problème de volonté politique. Pas d'immigrés en Corse. Si, il y en a. Non, pas énormément. Un tiers de la population. J'ai dit un jour que si la Corse devenait indépendante, elle justifierait son drapeau parce que le président serait probablement maghrébin. Il y a un tiers de la population est maghrébine. Mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'incroyable outrage qui a été publiquement fait à l'État et à la République par la présentation en conférence de presse d'un bataillon en armes, en uniforme et en armes. Je pose la question aux téléspectateurs. Si un tel spectacle avait été celui du service d'ordre du Front National, je pense que ça aurait révolutionné jusqu'à l'ONU, n'est-ce pas? Mais là, ces terroristes, ces gens qui tuent, ces gens qui rackettent, semble bénéficier de la part de l'État et de la part du gouvernement, sinon de complicité, au moins d'indulgence particulièrement. Vous feriez quoi? Je ferais rétablir l'ordre, je ferais diligenter les poursuites, mais c'est une politique. Il y aurait probablement moins de gens dans les mouvements autonomistes corses si la France faisait une politique française. C'est peut-être parce que la France ne fait pas une politique française que les Corses, justement, jouent leur bille à eux. Alors on va les Corses, pas les Corses. Une minorité violente. On va regarder quelques images sur un autre sujet d'Édouard Balladur qui nous parle de l'Europe, qui dit un mot à propos de l'Europe. L'Europe est une nécessité pour la France et je suis vraiment préoccupé de voir que l'Europe est de plus en plus ressentie par les Français comme une sorte de carcan. Ils ont parfois le sentiment qu'ils sont les souffres-douleurs de l'Europe, mais c'est pas ça du tout. L'Europe est une chance pour la France. Avec l'Europe, nous sommes plus forts, nous sommes mieux défendus, nous sommes mieux coordonnés. Alors, l'idée, par exemple... Attendez, vous allez répondre. Non, mais je voyais que vous alliez commencer. L'idée de relancer, par exemple, d'essayer de relancer la croissance avec une coordination entre la France et l'Allemagne, comme c'est une des suggestions à l'étude, est-ce que ça vous paraît quelque chose qui peut être positif ou est-ce que vous le récusez? Écoutez, si on s'était branché sur une Allemagne qui était en pleine croissance, cela aurait peut-être pu nous aider à partager une part de leurs bénéfices. Mais comme ils sont eux-mêmes en pleine crise, que leur nombre de chômeurs augmente et que les syndicats allemands l'ont même évalué à près de 6 millions, pratiquement comme chez nous, n'est-ce pas? 3 millions d'officiels, mais 3 millions d'officieux en plus, eh bien je crois que nous ne nous aiderons pas. Je sais bien que le paralytique et l'aveugle ont réussi à céder l'un l'autre, mais ce n'était jamais tout de même qu'une offensive d'infirmes. Je ne crois pas du tout que l'Europe soit de nature à sauver la France et à l'aider à résoudre ses problèmes. Je crois même que dans la mesure où l'Europe à vocation fédérale représente une étape sur la voie de la mondialisation, entraînant la suppression des frontières et les conséquences dramatiques que ceci entraîne dans l'effondrement de notre économie et donc de notre politique sociale, je crois qu'il faut changer d'Europe. En tout cas, je suis d'accord pour faire des alliances, pour faire des accords, mais pas pour faire une Europe fédérale. J'ajoute que, puisqu'on va peut-être plus parler de l'Europe,
que je suis un adversaire de l'accrochage de la France sur la politique du Francfort. Je crois que la politique du Francfort, quand on n'en a pas les moyens, quand le Francfort n'est pas la traduction d'une situation économique forte, eh bien, elle a des conséquences qui sont navrantes. Alors que pendant le mouvement social de l'hiver dernier, on a le sentiment que vous voyez tout le monde dos à dos. Juppé, Viannès et un partout la balle au centre. Monsieur Manot, vous auriez pu lever en quelque sorte l'interrogation en m'invitant en plein milieu de cette... Non mais là vous y êtes. Oui, non mais d'accord, mais j'étais programmé justement en plein mois de décembre. Mais là c'est formidable parce que vous avez du recul. Et j'aurais pu donner mon point de vue. Allez-y parce que le car imaginez que j'avais un point de vue. Nous avons un point de vue, évidemment. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Allez-y. D'abord, je répète, au risque de décevoir un certain nombre de gens, que je considère toujours que la grève est, à la fin du XXe siècle, un moyen périmé, coûteux, ruineux de résoudre les problèmes sociaux. Je considère que la grève des services publics est une anomalie à la fois juridique, politique et sociale. Les fonctionnaires sont au service du public et ils doivent trouver d'autres formes pour défendre leurs intérêts légitimes que celle qui consiste à prendre en otage les gens que précisément ils ont pour tâche de servir. Ceci a été supporté, je crois que ça le sera très mal de plus en plus. On va regarder maintenant des images d'un député RPR, Pierre Lelouch, à propos de la réforme du service militaire qui est envisagée. Conserver la notion d'un service d'une année qu'on donne à son pays et qui sert de creuset pour la République, de toutes les couches sociales, de toutes les provenances, ça me paraît très important. Que ce service soit modifié en fonction d'une armée qui sera plus professionnalisée, d'une part, et qu'il soit élargi au domaine civique d'autre part, c'est à mon avis une bonne direction. Alors, bon, c'est un sujet qui est à la fois important et sur lequel vous ne pouvez pas tout dire d'un seul coup, mais en substance, l'idée d'évolution vers une professionnalisation de l'armée et puis d'un service civique à côté, est-ce que ça vous paraît une bonne direction? L'idée de la professionnalisation de l'armée est dans notre programme depuis déjà plus de 10 ans. Et il est bien évident que nous y sommes contraints par l'évolution des techniques et des coûts. En revanche, le service militaire, selon moi, ou bien il est nécessaire pour des raisons d'effectifs. Et à ce moment-là, il faut y astreindre tous les Français et toutes les Françaises de la même classe. Comme ce n'est ni le besoin ni le cas, je crois qu'il faut faire cesser cette formule et s'en tenir à un service militaire volontaire qui pourrait servir de réservoir, d'ailleurs, à l'armée de métier. Pour le reste, le service civil, j'y suis tout à fait hostile. C'est une réédition de ce qui s'appelait sous l'Ancien Régime la corvée. Et comme elle ne touche qu'une partie de la jeunesse, et qu'une partie ne touche pas les femmes, elle ne touche qu'une petite partie, et généralement la plus modeste d'une classe d'âge, je considère dans ce cas-là qu'il faut trouver d'autres formules, et on ne fait pas du service pour du service. Quand vous voyez des tribunaux condamnés à de la prison ferme, des commandos anti-IVG, vous vous dites que la loi est juste ou que la loi est dure? La loi est injuste. La loi est injuste parce qu'elle ne tient pas compte d'une donnée qu'il n'est plus possible aujourd'hui d'esquiver, c'est que l'embryon humain est un être vivant et qu'on ne peut pas prétendre défendre les valeurs humanistes en traitant cette affaire exclusivement sous l'angle même de la détresse féminine ou même du confort. Car je rappelle que la loi Veil posait des conditions extrêmement strictes pour autoriser l'avortement et que cette méthode est devenue une méthode qui s'est élargie, qui est d'ailleurs largement responsable de notre déficit démographique, mais qui pose une question morale qu'on ne résoudra pas en condamnant à la prison ferme des gens qui ont peut-être le tort d'employer la violence, mais qui ne trouvent pas d'autre moyen que d'assister les innocents que l'on tue. Une société qui a cette attitude coercitive à l'égard d'un problème de cette gravité morale est une société qui se condamne moralement elle-même.
Il y a sur un autre sujet une proposition de loi qui est à l'étude pour l'instant, mais qui fait beaucoup de bruit, qui concerne les abus de biens sociaux, qui sont à l'origine de beaucoup des scandales qu'il y a eu. Et l'idée est de rendre la prescription, on ne va pas faire de la technique juridique, mais de rendre la prescription plus restrictive pour aligner sur le droit commun. Il y a beaucoup de petits patrons qui souhaitent que cette loi soit votée. Est-ce que vous, c'est votre avis aussi? Oui, je souhaite, moi je crois que les magistrats qui y voient une loi d'amnistie déguisée n'ont pas tort. Je pense que le but de la société politique, c'est d'esquiver les responsabilités des, comment dirais-je, des erreurs ou des délits qui ont été commis. Il reste que cette ouverture d'instruction est tout de même très large et qu'il conviendrait peut-être de la réétudier. Mais si peu que ce soit, si elle avait pour conséquence de permettre aux hommes politiques ou à leurs complices de trouver dans le changement de la loi un moyen d'esquiver les responsabilités qui ont été les leurs, je crois qu'il ne faut pas s'y attacher. Alors tout à l'heure dans le magazine Envoyé spécial, il va y avoir un reportage sur les skinheads. L'un d'eux, à un moment donné, dit qu'il a été membre du service d'ordre du Front National après avoir expliqué l'admiration qu'il a pour un certain nombre de thèses néo-nazis. Alors est-ce que c'est une bavure, est-ce que c'est général, ou est-ce que vous avez peut-être envie de faire un peu de ménage dans tout ça? Oui, vous savez, s'il n'y avait que le problème des skinheads en France, la France serait un grand pays. Il doit y avoir au Havre, je crois, une dizaine de skinheads. Et je tiens à préciser tout de suite que les skinheads, dans cette acception en tout cas, n'ont jamais été admis au sein du Front National. Le service d'ordre du Front National travaille en chemise, cravate et veste de blazer. Et la tenue pittoresque des skinheads les ferait immédiatement remarquer. Mais si j'en crois les gazettes, la personne qui porte ces affirmations parle le visage masqué. Et moi, je n'accorde pas plus d'importance, et je demande au public de ne pas accorder plus d'importance aux gens qui parlent masqués, que ce soit en Corse ou que ce soit au Havre, qu'on accorde d'importance aux lettres anonymes. Je crois que la chose est claire, il faut le dire clairement, il n'y a aucun rapport entre ces malheureux, parce qu'ils sont dans le fond une partie de cette jeunesse désemparée et livrée au chômage, et le Front National. C'est un mouvement responsable et qui assume ses responsabilités. Sur le fond, enfin sur le fond en substance, l'idéologie, si on peut appeler ça, ou les idées des skinheads, qui sont des idées de violence, que d'ailleurs ils mettent en œuvre eux-mêmes, et des idées de racisme, est-ce que ça, ce sont des choses que vous récusez totalement et avec lesquelles vous ne voulez avoir aucun lien, ni de près, ni de loin, ni direct, ni indirect? Absolument. Vous devriez d'ailleurs inviter les dirigeants du PSG à faire le ménage chez eux, parce qu'il me semble que c'est surtout au PSG que l'on voit les skinheads faire leur numéro. Alors, vous avez fait une année 95 plutôt bonne politiquement. Il n'en demeure pas moins que vous n'êtes pas au mieux dans les sondages sur votre cote personnelle. Je vous propose d'écouter ce que en dit M. Giacometti. L'année 95 a été exceptionnelle pour Jean-Marie Le Pen. Il a réalisé son meilleur score à l'élection présidentielle et le Front National a fait la conquête de plusieurs grandes villes. Depuis, son image a-t-elle progressé dans l'opinion? La réponse est plutôt négative à partir de critères traditionnels. Il lui est de toute façon très difficile de progresser dans l'opinion en termes d'image, car il est l'objet d'un rejet massif d'un grand nombre d'électeurs. Alors Pierre Giacometti est directeur de l'Institut Ipsos. Est-ce que ça ne vous pose pas, pour votre destin personnel et peut-être pour votre parti, un problème, cette capacité au rejet? Écoutez, en tout cas à l'entraîner. Je crois que le rejet dont nous sommes les victimes, c'est surtout le rejet de l'espace médiatique. Un mouvement qui représente 15% d'intention de vote, d'après le dernier sondage de la Sofres, c'est-à-dire à égalité avec l'UDF, devrait pouvoir s'exprimer, exprimer ses critiques, exprimer les éléments de son programme devant l'opinion, qui en est juge. Or, à part cette émission, où vous avez eu la courtoisie de m'inviter au mois de janvier, il y a plusieurs mois, que ni moi ni mes collaborateurs les plus directs
n'ont été invités de façon sérieuse sur les médias, qu'ils soient radiophoniques, qu'ils soient télévisuels, ou qu'il s'agisse de la presse écrite. Je peux vous dire par exemple que de grands journaux dits d'information n'acceptent pas de tribune libre de la part des dirigeants du Front National. Alors le phénomène de rejet, il n'est pas celui du pays et du peuple, on le voit bien dans les informations. Il est dans le média, c'est-à-dire dans l'intermédiaire entre les hommes politiques. Mais en un mot, parce qu'il faut qu'on arrête maintenant, en un mot, comment est-ce que vous pouvez imaginer pouvoir sortir de cet isolement politique ? Je crois qu'un jour ou l'autre, comme pour M. Lucas et l'Arc, la nécessité imposera de rendre au Front National la place qui est la sienne dans la politique, à l'ensemble de la politique française. Parce que la démocratie représentative n'a de sens et d'intérêt que si elle est appliquée loyalement, c'est-à-dire que si les tensions qui existent dans le pays tout naturellement, mais quelquefois de manière exacerbée, peuvent se traduire de façon modérée et civilisée dans l'appareil politique parlementaire en particulier, mais si une grande partie des électeurs sont tenus à l'écart de toute représentation parlementaire, en partie à l'écart des aides financières de l'État, eh bien il est évident que nous ne pouvons pas jouer le rôle qui est le nôtre, c'est-à-dire de participer à l'étude pacifique des problèmes. Mais en un mot, à partir du moment où le mode de scrutin est ce qu'il est, c'est-à-dire majoritaire à 2 tours, si vous n'avez pas d'alliance ni de près ni de loin avec, par exemple, la majorité actuelle, qu'est-ce que vous pouvez faire? Écoutez, déjà, je vois qu'avec la majorité actuelle, à 34%, dit-on dans le sondage de la Sofres, elle a perdu 5,9 points, ce qui veut dire dès aujourd'hui que si on passait au vote, il y a 250 députés de la majorité qui seraient battus. Alors ça va peut-être l'incliner, je crois, à une certaine réflexion. Ça vous arrive de douter? Il m'arrive quelquefois de douter de l'avenir du monde, oui. De vous et du vôtre? Du nôtre et de non. Tant que nous aurons force et volonté, je pense que nous arriverons à sauver notre pays. Et c'est le vœu, puisque nous sommes encore au mois de janvier, c'est le vœu que je fais pour tous les Français. Plus que leur vœu de bonheur personnel, plus que leur vœu de santé, je leur souhaite un pays libre et fort. Parce qu'ils n'auront pas de sécurité, ils n'auront pas de prospérité, ils n'auront pas de liberté si la France elle-même n'est pas ce qu'elle doit être. Monsieur Le Pen, merci. Dans quelques instants, envoyé spécial. Bon anniversaire à Alain Duhamel qui fête ses 20 ans d'éditoriaux politiques. Les prochaines 20 années. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec Laurent Fabius pour inviter. Bonne soirée sur France 2.